Le gouvernement va-t-il dégainer l'arme du 49-3? L'outil permettrait de faire passer la réforme des retraites sans devoir la soumettre à un vote. Cette hypothèse prend de l'épaisseur parce que les débats s'enlisent dans l'hémicycle. Thibaut Cheminant. L'atmosphère est toujours aussi électrique. Entre suspension de séance et rappel au règlement, les débats n'avancent pas vraiment. Une situation qui commence à agacer la majorité alors que 41 000 amendements doivent être examinés. Ce que je dis, c'est qu'on est toujours à l'article 1 au bout de 5 jours et qu'on a passé 1 jour et demi à parler de sémantique sur le titre du titre 1. Et pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de solutionner les problèmes du quotidien des Français. À ce rythme, il faudrait 5 mois pour passer en revue l'intégralité des amendements. Le gouvernement pourrait donc bien dans les prochains jours dégainer le 49.3, un outil permettant l'adoption du texte sans débat à l'Assemblée. Une possibilité impensable pour l'aile gauche de l'hémicycle. Un texte de cette nature, de cette ampleur, qui nous engage pour les décennies à venir, qui est un tel bouleversement social, mérite quelques jours, quelques semaines de débat au Parlement. Ils sont en train de préparer les esprits à l'utilisation de ce qui est une arme antidémocratique de mon point de vue, c'est-à-dire en quelque sorte un LBD parlementaire. Après la répression à l'extérieur, ce serait finalement la répression à l'intérieur, pas de vote de l'Assemblée. Un passage en force pas non plus souhaité par certains députés de la majorité qui espèrent que cette réforme sera adoptée en première lecture avant les municipales. Le 49.3, c'est pas notre arme, c'est celle du gouvernement s'il y est contraint. Nous, en tout cas, on veut poursuivre les débats le plus longtemps possible pour défendre nos positions. Emmanuel Macron n'a jamais caché qu'il désirait finaliser cette réforme des retraites avant l'été. Le 49.3 sera peut-être le seul moyen d'y parvenir. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord de l'ambiance chaotique en ce moment à l'Assemblée. Jean-François Mbaye, on a l'impression que c'est la foire d'empoigne. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rappeler hier soir sur un rappel au règlement. Au-delà d'être de la foire, au-delà d'être le chaos total, il y a cet irrespect d'ailleurs que l'on a dans nos propos et dans nos défenses de certains amendements. C'est chaotique, pourquoi? Parce que à cet après-midi, on avait encore plus de 35 000 amendements qui n'avaient pas été examinés. À cet après-midi, on avait encore plus de 20 suspensions de séance par séance. Donc la séance du matin, la séance de l'après-midi et la séance du soir. À cet après-midi, on avait encore plus de 110 rappels au règlement. Et comme l'a dit Florian Bachelier tout à l'heure, le premier questeur de l'Assemblée, on pinaille sur le titre 1 du projet de loi. J'ai quitté l'Assemblée tout à l'heure, on n'avait pas fini d'examiner l'article 1er. On en a 67. Et donc effectivement, c'est chaotique, mais il faut aussi que l'opposition, en tout cas qu'une partie de l'opposition, le groupe de la France Insoumise, comprenne qu'ils ne peuvent pas, à coup de suramendement, à coup d'amendement alinéa après alinéa, article après article, faire de l'obstruction. Nous, ce que l'on souhaite, c'est débattre. Nous l'avons dit, nous souhaitons débattre, mais débattre du fond. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 5 jours, vous ne débattez pas du fond de la réforme? Mais on ne débat absolument pas du fond de la réforme, et moi j'abonde dans le sens des propos de mes collègues qui aujourd'hui ont le sentiment que nous ne répondons pas au pouvoir de délégation des Français qui nous ont légitimement élus au sein de cette Assemblée. Il faut débattre du fond, mais pour débattre du fond, encore faudrait-il qu'on ait des amendements de fond. Or, pour l'instant, et je vous le dis, on en est au titre 1, on en est à l'article 1er, et il y a 67 articles. On va regarder ensemble une séquence, un échange hier entre Meyer Habib, député UDI Agir, et Clémentine Autain de la France Insoumise. Meyer Habib qui s'exprimait après un tweet où il qualifiait, je cite, de petites connes des élus de la gauche de la gauche. Regardez. J'ai le droit de tweeter parce que c'était sur l'air de « à cause des garçons » et j'ai coté « oui, à cause des petites connes » parce que c'est bien le minimum. Traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant. Quant à ce que nous avons fait, monsieur Meyer Habib, calmez-vous. Prenez un petit peu de camomille, ça vous fera du bien. Quelle image ça donne de nos élus, Amélie Le Breton, ces séquences? C'est la difficulté de la retransmission des débats par la télévision. En fait, c'est le théâtre permanent. C'est l'Assemblée nationale. Les députés, ils savent, dans des moments de forte tension, et là c'est le cas sur la majorité et sur l'opposition, les éléments de langage des uns font face aux éléments de langage des autres. Et donc, pour essayer d'être entendu, il faut avoir la petite phrase. Et puis, les moments de pression, il y a des choses qui dérapent, malheureusement, et ça ne devrait pas. Et donc, c'est utilisé, c'est monté en épingle. Donc, on voit très clairement qu'on est dans une séquence qui est très compliquée et le feu, il est
médiatique, il est sur les députés aujourd'hui et moins sur le gouvernement, ce qui veut dire que c'est très déstabilisant pour eux, alors que normalement, justement, ils devraient être tous dans le contrôle. Benjamin Morel. Oui, si vous voulez, quand on étudiait un peu tous les débats qui ont trait à l'obstruction, notamment au début des années 2000, qui a vraiment marqué une apogée de l'obstruction. À l'époque, on avait 100 000 amendements sur certains textes. Donc aujourd'hui, ce que l'on vit n'est ni exceptionnel, ni particulièrement violent, du point de vue en tout cas du nombre, par rapport à ce que l'on a vécu. Mais à l'époque, tout de même, vous aviez justement un sens plus aigu de ce théâtre. C'est-à-dire que la majorité savait quelle pièce elle devait jouer. Et l'opposition savait également comment jouer cette pièce, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'instrumentalisation des deux côtés, mais finalement on finissait à la buvette. Ce qui est très intéressant et ce qui est peut-être un peu dramatique dans ces séquences-là, c'est que là on voit que le jeu, le sens du jeu, n'est ni tenu par l'opposition, ni par la majorité, et qu'évidemment du coup ça fait monter la tension, ça crée des moments de vraies crises qui ne sont pas des crises feintes, et c'est pour ça que cette obstruction qui n'est pas particulièrement exceptionnelle du point de vue à la fois des faits et du nombre d'amendements, eh bien, tourne aujourd'hui à une vraie crise parlementaire. Une autre séquence, cette fois, d'échange entre Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. En cause personnelle, article 100. Président, je vous invite à une certaine retenue. Mais écoutez, monsieur le président Mélenchon... Au bout de 2 minutes de temps de parole, ça me paraît un peu exagéré. Vous devriez vous calmer. Oh, vous inquiétez pas, je suis très calme. Oui, ben c'est pas l'impression que tu donnes. Le président Chassaigne qui a exposé, lui, clairement sa requête. Un petit tutoiement à la fin, Amélie. Oui, ce qui montre vraiment qu'on est dans une espèce de crispation. Et d'ailleurs, il l'utilise à la fin, on entend Richard Ferrand, il parle de M. Chassaigne, qui est quand même donc un parlementaire qui est, lui, PC. Et donc, il renvoie, en fait, en disant, mais regardez, il y a d'autres groupes de l'opposition qui savent se tenir. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement tendu avec des personnes qui se connaissent très bien, que ce soit pour Richard Ferrand et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas de très bon augure pour la suite. Jean-François Mbaye, est-ce que c'est représentatif ce qu'on vient de voir ou est-ce qu'il y a des moments plus constructifs en ce moment où Écoutez, à l'heure où je vous parle, sur ce projet de loi en tout cas, et de manière singulière, particulière sur ce projet de loi, je n'ai trouvé aucun moment où on a pu dire on a une véritable représentation qui agit sur un texte, qui va au fond et qui répond à certaines interrogations. Et je vais vous dire, ce projet de loi, il fait suite à un autre projet de loi qui avait aussi suscité beaucoup d'interrogations, de débats, qui s'est passé de manière extrêmement apaisée, extrêmement sereine. Tout le monde a pu argumenter, donner son positionnement. Je fais référence au projet de loi sur la bioéthique, sur la clause de révision des lois de bioéthique. Et donc c'était un projet où on était aussi attendu, où il y avait des débats. Benjamin parlait tout à l'heure de théâtralisation de l'opposition, de la majorité. Moi je pense que ça n'a pas produit en tout cas ce genre de scènes qui se produisent depuis lundi. Alors pourquoi c'est différent, Benjamin ? Pour des raisons qui sont liées également à la familiarité politique d'un certain nombre d'acteurs. C'est également lié, si vous voulez, probablement à un problème de présidence. C'est-à-dire que quand vous êtes président d'une chambre en pleine période d'obstruction, il faut être très clair sur les règles. Et il faut justement, parce que vous savez qu'en face, vous avez des spécialistes de droit parlementaire qui vont utiliser toutes les failles, preuve par les sous-amendements, il faut être capable justement de tenir une règle claire. Là, très clairement, dès le départ, ça a déraillé justement sur une interprétation du règlement faite par Richard Ferrand. Dès le moment où la présidence est attaquée, où la présidence ne tient plus sur les règles, à ce moment-là, il n'y a plus d'arbitre. S'il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de thermostat et il n'y a plus non plus de capacité à faire baisser la pression. Et à ce moment-là, les règles ne sont plus reconnues. Donc à partir de là, les règles ne sont plus respectées. Amélie Breton. Ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier, vous parliez de la loi bioéthique. Certes, c'est une loi importante, mais là, on est quand même sur les retraites. S'il y a un sujet qui est un détonateur pour la population française, c'est bien celui-ci. Ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans la rue montre la pression qu'ont aussi les députés de l'opposition. Pourquoi ? Parce que la France Insoumise, qu'est-ce qu'ils font quand ils s'adressent comme ça à Richard Ferrand ou aux députés qui peuvent prendre la parole de la majorité ? Derrière, parce que c'est filmé, ils s'adressent à leurs électeurs. Ils sont en train de préparer le terrain en se disant la rue n'a peut-être pas eu l'impact qu'ils pensaient ou qu'ils voulaient. Donc eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir cette position extrêmement dure dans l'hémicycle parce que derrière, il y a les électeurs qui regardent. Oui, mais il faut aussi savoir une chose et admettre le réel. Le député de la France Insoumise, je parle de manière générale, n'est pas seulement député de ses électeurs, ou député d'une partie du territoire français, il est député de la nation.
Donc c'est-à-dire qu'il s'adresse aussi bien sur un texte majeur, tel que la réforme des retraites, il va s'adresser aussi bien à mon électeur qu'à son électeur à lui, qui ne sont pas, ces deux électeurs n'étant pas forcément, en ce qui concerne la France insoumise, du même bord politique. Donc il faut à un moment donné, je crois, comme disait l'autre, la vie n'est qu'au théâtre, faisons semblant d'être sérieux, il faut aller à l'idéal et admettre le réel. C'est une réforme où les Français nous attendent de manière très ferme, parce que vous l'avez dit, ça engage quand même l'après-vie professionnelle de bon nombre de nos compatriotes, y compris nous-mêmes. Et donc, on doit être à la hauteur de ce qu'on leur donne comme débat. Ce qui se passe, encore une fois, c'est que ce débat, non seulement est pollué par l'obstruction, mais il fait preuve... Ce qui s'est produit hier entre mon collègue Meyer Habib et les députés femmes de la France insoumise, je l'ai condamné, c'est absolument inacceptable. Ce qui s'est passé entre moi-même et un député de la gauche démocrate républicaine, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas être dans un hémicycle et traiter ses collègues, tout aussi légitimement élus qu'eux, de chiens de garde. C'est totalement inacceptable. Alors je veux bien qu'on soit à un degré de crispation qui fait qu'on lâche un petit peu, on perd ses nerfs, mais revenons à l'essentiel, revenons au fond d'une réforme qui est attendue. Et je crois que pendant une semaine, ce que nous avons démontré, ce n'est pas preuve d'une grande responsabilité. Je voudrais qu'on dise un mot de cette tribune. Ce matin, une dizaine de députés ont publié donc une tribune pour dire non au 49-3. Écoutez Jean-François Césarini, député de La République En Marche du Vaucluse. Ne tombons pas dans un piège où finalement la radicalité de la France insoumise forcerait une forme de caporalisme de l'exécutif qui finalement aux yeux des Français serait une sorte d'alliance objective. Moi je suis dur, je ne lâche rien et finalement ça me permet à moi exécutif de passer en force. Ne tombons pas dans ce piège-là. Je le dis encore une fois, il faut peut-être faire mieux vivre la diversité de cette majorité pour avoir une meilleure culture du compromis avec nos partenaires. Non pas que la France insoumise qui eux de toute façon ne voudront rien entendre. Je dis simplement ne tombons pas dans ce piège du 49-3 aujourd'hui. Le président Legendre l'a dit, nous voulons étudier ce texte jusqu'au bout. Alors on a fait un point ce soir à 20h. 41 701 amendements déposés. Depuis lundi, en 5 jours de débat, seulement un peu plus de 700 amendements ont pu être examinés. Il en reste donc plus de 35 000 à examiner. Oui, Jean-François Mbaye. Il faut rajouter que ce sont des amendements qui sont venus se rajouter à des amendements initialement déposés en tout début de séance. Donc ce sont des sous-amendements sur des amendements qui avaient été déposés et qui faisaient donc l'objet d'un examen du texte à l'initial lundi quand nous avons ouvert nos travaux en séance publique. Elle est là la réalité. Benjamin, un petit mot sur le 49.3 dont on va parler. D'abord, c'est quoi? Alors d'abord, c'est le 49 alinéa 3. Donc je dis ça, je fais un peu de pédagogie parce que le 49.3 dans la Constitution, ça n'existe pas. C'est l'alinéa 3 de l'article 49. Et cet article 49, en fait, il permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte en l'état. Grosso modo, le gouvernement dit « Écoutez, vous avez deux choix, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les parlementaires, soit vous votez le texte en l'état, soit vous votez une motion de censure, c'est-à-dire que vous me renversez, et à ce moment-là, évidemment, c'est une bombe atomique. Mais du coup, ça implique que les parlementaires, certes, votent tout de suite, il n'y a plus de débat, mais du coup, acceptent le texte en l'état et ne peuvent pas l'amender, ne peuvent pas le retoucher. Or, il y a des amendements de l'opposition sur ce texte, il y a également des amendements de la majorité. Donc faire passer le texte sous le sceau du 49.3, c'est à la fois faire taire l'opposition, mais également la majorité. Et généralement, historiquement, ce 49 alinéa 3, il est utilisé non pas contre l'opposition dans un objectif de contrer l'obstruction, mais contre sa propre majorité quand on ne tient pas ses troupes. Donc là, ce serait en effet une utilisation assez hors des clous que de l'employer dans le cas actuel. Et on parle souvent de passage en force. Est-ce que vous excluez, est-ce que vous envisagez un recours au 49.3 plutôt? Est-ce que vous l'envisagez? Bon, déjà, moi, je ne suis pas au gouvernement et je vais vous dire très franchement, je ne veux pas que l'on passe par une procédure du 49.3 parce que, comme l'a dit Benjamin, ça a des effets pervers aussi bien dans l'opinion et dans ce que l'on rendrait comme message à l'opinion qui est déjà très braqué sur ce projet. Je crois qu'il ne faut pas jouer là non plus les biches effarouchées. L'opinion est très remontée sur un projet de loi que nous estimons
être dans une forme de justice et d'équité, etc., passer par le 49.3, ce serait aussi anéantir nos propres possibilités, nous, dans la majorité, de démontrer à l'opinion publique que nous avons cette capacité à améliorer ce texte. Quelles sont les alternatives, Jean-François Mbaye, du coup, face à ces débats qui sont lisses? Alinéa 3, mais vous avez un autre article, vous avez le 44 alinéa 3, vous avez aussi la possibilité peut-être de rallonger un petit peu plus les débats en séance publique et de prendre le temps nécessaire d'examiner ce texte au fond et de montrer, surtout de montrer à l'opinion et à nos oppositions que nous sommes là. Mais quitte à desserrer le calendrier, quitte à dire ce texte finalement il ne sera pas adopté à l'été comme on l'avait promis? Écoutez, on a fait 2 ans et demi de concertation. 2 ans et demi de concertation. Excusez-moi, oui ou non? 2 ans et demi de concertation. Si c'est pour, au bout de 2 ans et demi, passer par un article 49 alinéa 3 et dire tout ça, on le met de côté et on passe, entre guillemets, en force parce que nous voulons adopter ce texte-là avant l'été, je crois que beaucoup de mes collègues pourraient le vivre, je dirais pas très mal, mais en tout cas, ce serait très mal perçu, y compris dans nos propres rangs. Donc, prenons le temps, moi je le dis, prenons le temps de débattre de ce texte-là. Je sais que ça fait débat au sein même... Quitte à ne pas suivre le calendrier promis au départ, c'est ça? Prenons le temps d'examiner, puisque tout le monde le dit, y compris moi sur ce plateau aujourd'hui, je le dis, je l'assume, je veux un débat au fond de ce texte. Donc oui, s'il faut rallonger un petit peu plus, rallongeons un petit peu plus, mais ne donnons pas l'opportunité ni à l'opinion publique, ni à cette opposition qui, d'entrée de jeu, de toutes les façons, nous pousse à la faute. Je ne veux pas, en tout cas j'espère, qu'on sera entendu et qu'on débattra du fond. Après, il faut aussi remettre les choses à leur place. Il faut que les oppositions prennent leur part de responsabilité dans cette obstruction qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une visibilité sereine sur la fin d'examen de ce texte. Et de laisser planer le doute que le 49.3 serait encore une fois un passage en force de ce gouvernement. L'acte 2 du président de la République a été ouvert sous le prisme de la concertation, du dialogue et aussi de l'apaisement. Il est venu, je crois, le temps que sur ce texte, nous prenions le temps de l'examiner encore une fois au fond. Sandra Mottin l'a rappelé tout à l'heure, en début dans le reportage. Dans le reportage, elle veut un débat au fond et moi je suis aussi sur la même ligne que ma collègue. Benjamin Morel, rapidement. Oui, et ça n'exclut pas, si vous voulez, de faire voter le texte avant l'été. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est la première lecture. Très clairement, les délais pour la première lecture sont des délais intenables, quand bien même il n'y aurait pas d'obstruction massive. L'obstruction qu'on a vue, il y a tout aujourd'hui dans le règlement de l'Assemblée nationale, sans même passer par le vote bloqué, l'article 44, pour arriver à la contrer. Le règlement de l'Assemblée nationale, il est modifié en moyenne tous les 2 ans. La majeure partie du temps, justement, pour introduire des dispositions anti-obstruction. Un débat bien géré, un débat bien construit, notamment par la présidence de séance, avec un bon usage de l'Assemblée nationale, c'est largement suffisant et ça permettra en effet d'éviter la faute politique, je suis d'accord avec vous, que serait le 49 alinéa 3. On finit avec Édouard Philippe au Havre. Cette image, le Premier ministre, également candidat au municipal, qui a officiellement déposé sa liste aujourd'hui en sous-préfecture. Il dévoilera son programme le 5 mars. Amélie, le Premier ministre qui, pendant qu'il y a ces débats, ce débat sur le 49.3 est absent, n'est pas à Paris. Erreur ou pas ? Moi, je pense qu'il fait bien, Édouard Philippe, déjà parce que médiatiquement, quand on fait de la communication politique, on est sur ce qu'on appelle des séquences. Et donc les séquences, elles sont fatigantes pour les ministres ou les élus qui les inaugurent. Voilà, donc là, il a eu une très grosse séquence où il a été très visible sur tout l'amont des négociations avec les syndicats. Donc il fallait qu'il puisse un peu être en recul. Il l'a toujours dit, quand il est au Havre, il est candidat à la mairie du Havre et uniquement ça. Donc c'était brouiller les pistes que d'être aussi beaucoup à l'Assemblée. Et puis, il a raison, Édouard Philippe, pour un peu qu'il puisse remettre les clés, un peu, en tout cas en apparence, je ne sais pas quel est son plan, dans les mains des députés qui doivent être ceux qui, sur cette séquence qu'on vit, sont sous les feux médiatiques et pas le Premier ministre. Benjamin ? Oui, si vous voulez, l'utilité d'Édouard Philippe actuellement dans l'hémicycle serait à peu près nulle. Donc à partir de là, mieux vaut pour lui arriver à se détacher d'une séquence politique qui est difficile, rentrer dans une séquence pour laquelle la majorité doit s'engager dans la bataille des municipales, très clairement
pour lui être à l'Assemblée, d'autant il est vu comme ayant porté cette réforme, ce serait probablement un coup à la fois mauvais pour lui et également pour les débats parlementaires. Jean-François Mbaye. Oui, totalement. C'est nous qui avons la responsabilité de légiférer. C'est à nous que le peuple français a confié cette délégation et donc c'est à nous de prendre nos responsabilités en législateur et d'avancer sur ce texte-là. Un mot, Amélie? Oui, ce qui sera intéressant, c'est dans une seconde phase, et notamment si le 49.3 commence à devenir un vrai sujet, il sera obligé peut-être de sortir du bois Édouard Philippe. Pour l'instant, il a plus de coups à prendre là-dessus, parce que clairement, le 49.3, enfin, en termes de communication, ce sera désastreux pour le gouvernement, et je pense qu'il le sait. D'ailleurs, Benjamin, est-ce qu'au sein de l'exécutif, il y a une division sur ce point du 49.3? Parce qu'on entend beaucoup que Emmanuel Macron pourrait y être favorable et le Premier ministre beaucoup moins. Il y a en effet une division, parce que celui qui porte le 49.3, souvenez-vous de Manuel Valls, le 49.3, c'est une décision du gouvernement, pas du président de la République. Celui qui le porte devant le Parlement et devant l'opinion, c'est le gouvernement. Donc celui qui potentiellement en paye les conséquences dans l'opinion, c'est probablement le gouvernement. En tout cas, il faut faire tout de même attention avec cette analyse. Parce qu'aujourd'hui, si on devait prendre un petit peu l'équilibrage entre l'électorat de centre-droit qui continue à suivre Édouard Philippe et l'électorat de centre-gauche qui pourrait éventuellement suivre Emmanuel Macron, on verrait que la réforme est beaucoup plus populaire au centre-droite qu'au centre-gauche et que probablement ce 49.3 serait moins reproché par l'électorat de centre-droite à Édouard Philippe qu'il ne serait reproché à Emmanuel Macron par l'électorat de centre-gauche. Du point de vue de l'équilibre de la majorité, il n'est pas certain que ça défavorise Édouard Philippe et que ça favorise Emmanuel Macron si on devait en arriver là. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Merci, Jean-François Mbaye. Merci, Amélie Le Breton.